Le 16 janvier 2001, Kinshasa respirait comme une capitale sous tension permanente, habituée aux rumeurs, aux conspirations et aux menaces invisibles. Pourtant, rien ne préparait réellement le pays à l'onde de choc qui allait suivre. En quelques instants, le destin de la République démocratique du Congo bascula. Le président Laurent-Désiré Kabila était mort. Ce qui semblait impensable venait de se produire au cœur même du pouvoir. L'événement ne fut pas seulement un assassinat politique, il fut l'aboutissement d'un long engrenage de crises, de méfiances et de luttes internes qui couvaient depuis des années. Pour comprendre comment la mort de Kabila s'est produite, il faut remonter bien avant ce jour fatidique, dans les fondations mêmes de son règne. Laurent-Désiré Kabila était arrivé au pouvoir en 1997, porté par une coalition armée et un immense espoir populaire. Après des décennies de dictature, il incarnait pour beaucoup la promesse d'un renouveau. Mais très vite, cet espoir se transforma en désillusion. Le nouveau président gouvernait dans un climat de guerre permanente, confronté à des rébellions internes, à des pressions régionales et à une économie en ruine. L'État était fragile, l'armée fragmentée et la loyauté des hommes qui l'entouraient souvent incertaine. Dans ce contexte, le palais présidentiel devint autant un centre de commandement qu'un espace de suspicion. Au fil des années, Kabila s'isola. Méfiant envers les élites politiques, distant avec les institutions civiles, il concentra le pouvoir entre ses mains et celles d'un cercle restreint. Les décisions majeures se prenaient dans l'ombre, loin des mécanismes transparents. Cette centralisation renforça son autorité, mais accentua aussi les tensions internes. Les rivalités au sein de l'appareil sécuritaire se multiplièrent. Les services de renseignement, l'armée et la garde présidentielle formaient un ensemble complexe, traversé par des conflits d'influence. Dans cet univers, la frontière entre protection et menace devenait floue. À l'extérieur, la situation était tout aussi explosive. La Deuxième Guerre du Congo avait transformé le pays en champ de bataille régional. Plusieurs États voisins étaient impliqués directement ou indirectement et les alliances changeaient constamment. Chaque revers militaire, chaque négociation avortée fragilisait un peu plus le pouvoir central. Kabila, perçu comme imprévisible, se retrouvait pris entre des forces qu'il contrôlait mal. À mesure que la pression montait, la sécurité présidentielle se durcissait, mais paradoxalement, cette forteresse humaine devenait plus perméable aux trahisons internes. Le 16 janvier 2001 débuta comme une journée ordinaire au Palais de Marbre. Le président recevait des visiteurs, traitait des dossiers sécuritaires et politiques et poursuivait son agenda habituel. Rien ne laissait présager une rupture imminente. Pourtant, dans l'enceinte même du palais, les mécanismes de protection allaient faillir. L'homme qui mit fin à la vie du président appartenait à la garde rapprochée. Cette réalité glaçante bouleversa immédiatement le récit officiel. L'assassin n'était pas un ennemi extérieur, mais un élément issu du cœur même du système. Les événements se déroulèrent rapidement. Un tir, puis le chaos. Les témoins furent rares, les versions contradictoires. Le président fut transporté d'urgence, mais l'issue était déjà scellée. Dans les minutes qui suivirent, le palais se transforma en zone verrouillée. Les communications furent nettement coupées, les accès contrôlés, et une chape de silence s'abattit sur la capitale. Kinshasa, ville bruyante et imprévisible, se retrouva suspendue à une rumeur unique. Le chef de l'État était mort. L'annonce officielle tarda.
Les autorités hésitaient, conscientes de la fragilité extrême du pays. Une déclaration précipitée pouvait déclencher des violences, des mutineries, voire un effondrement total de l'État. Pendant plusieurs heures, l'incertitude domina. Les chancelleries étrangères cherchaient des confirmations, les marchés se figeaient, et la population, habituée aux coups d'État, craignait le pire. Lorsque la mort de Kabila fut enfin confirmée, le choc fut immense, mais contenu par une présence militaire accrue. Très vite, la question centrale devint: comment un tel acte avait-il été possible? L'enquête officielle désigna rapidement un coupable principal, présenté comme un tireur isolé. Mais cette version suscita immédiatement le scepticisme. Trop simple, trop rapide, elle laissait dans l'ombre de nombreuses zones grises. Les arrestations se multiplièrent, parfois arbitraires, visant des militaires, des civils et même des proches du pouvoir. Le procès qui suivit fut massif, opaque et largement critiqué. Pour beaucoup, il ne répondit jamais réellement à la question essentielle: qui avait véritablement commandité l'assassinat? Les théories abondèrent. Certaines évoquaient des luttes internes au sein de l'armée. D'autres parlaient d'ingérences étrangères, de réseaux économiques menacés ou de règlements de comptes politiques. La complexité du contexte congolais rendait chaque hypothèse plausible. Le pays était alors au croisement de multiples intérêts: minerais stratégiques, rivalités régionales, ambitions personnelles. Dans un tel environnement, la vérité devenait insaisissable, fragmentée entre témoignages contradictoires et silences imposés. Pendant ce temps, la question de la succession devint urgente. Dans une manœuvre rapide et décisive, Joseph Kabila, fils du président défunt, fut désigné pour prendre les rênes de l'État. Jeune, discret et peu connu du grand public, il apparut comme une figure de transition, capable de rassurer à la fois l'armée et la communauté internationale. Cette continuité dynastique, bien que contestée, permit d'éviter un vide du pouvoir. Le pays, épuisé par la guerre, préféra la stabilité à l'incertitude. L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila marqua un tournant profond dans l'histoire congolaise. Il révéla la vulnérabilité extrême du pouvoir, même au sommet de l'État. Il montra aussi les limites d'un système fondé sur la méfiance, la militarisation et l'opacité. Si la mort du président mit fin à une ère, elle ouvrit aussi un long chapitre de questionnements non résolus. Des années plus tard, le doute persiste, nourri par l'absence de consensus sur les responsabilités réelles. Au-delà des faits, l'événement laissa une empreinte psychologique durable. Pour la population, il confirma que personne n'était à l'abri, pas même le chef de l'État. Pour les élites, il rappela que le pouvoir sans institutions solides repose sur des fondations instables. Et pour l'histoire, il demeure un moment clé où le destin d'un homme, d'un régime et d'un pays se croisèrent dans une fraction de seconde. Le meurtre de Kabila ne fut pas seulement un acte violent, mais le symptôme d'un État en crise, tiraillé entre ambitions personnelles, conflits armés et enjeux géopolitiques. Il demeure aujourd'hui encore un miroir des fragilités structurelles de la République démocratique du Congo, un rappel que la stabilité politique ne se construit pas seulement par la force, mais par la confiance, la légitimité et des institutions capables de survivre à la disparition de ceux qui les dirigent.